Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, j'ai failli pas venir, je me suis connecté pour essayer d'avoir un ticket. Pour l'instant, je suis en attente depuis 2 minutes. Pour les Jeux Olympiques, on a entendu dans le journal exactement. Effectivement le site est saturé de chez saturé, je pense que tout le monde... Évidemment. Ah oui, je vais me retrouver avec la lutte gréco-romaine. Je pense pas que j'aurai Je sais même pas s'il y en a. Si, c'est les Jeux d'été. Benoît Darangon est notre invité aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes journaliste média pour Le Parisien. Incontournable, évidemment. Et on vous retrouve de temps régulièrement également sur France 5 dans C'est médiatique. Et alors, vous avez publié un article samedi qui, moi, m'a passionné sur les audiences, sur la façon dont on calcule les audiences télé, dont sont pris en compte les extraits qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Donc, le titre, c'était vous n'en avez pas fini avec le buzz. Ouais. Parce que le buzz, ça fait cliquer. Donc, vous allez nous raconter tout ça, tout ce nouveau calcul des audiences dans un instant. Comment une minute de chez Hanouna est pris en compte qu'on voit sur Instagram, c'est quand même assez fou parce que c'est pas de la télé en fait. C'est des contenus télévisuels c'est vraiment les contenus qui viennent de passer à l'antenne, qui sont mis sur les réseaux sociaux, sur Twitter, mais aussi sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et en fait, ces extraits-là sont comptés par Médiamétrie depuis le 1er janvier. C'est quelque chose qui était passé relativement inaperçu. Et donc, on comprend mieux pourquoi en ce moment, les chaînes publient des très longs extraits sur Twitter. Pour faire le buzz. Et pourquoi Quotidien, par exemple, qui avait quitté Twitter en décembre, est tout d'un coup revenu un peu sur la pointe des pieds sur Twitter. Parce que pour nos éditeurs, c'est ça qui va faire les tarifs pub, évidemment. Absolument. On va y revenir dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, il s'appelle Damien Guéraud et avec son ami Silas Desprez, ça vous parle ? Ouais. Ils sont devenus des héros en Australie depuis qu'ils se sont interposés à l'assaillant qui avait déjà mortellement blessé 6 personnes dans un centre commercial. Ils lui ont barré la route grâce à un poteau. J'ai vu le poteau, je me suis dit c'est la seule chose qu'il y a autour. Je l'ai juste pris. Nous l'avons vu arriver. Beaucoup de boutiques fermaient leurs portes. Nous avons pensé qu'il fallait essayer de l'arrêter. Damien Guéraud s'oppose à l'assaillant quelques instants, lui jette le poteau et s'enfuit. Il ne parlait pas. Il était très grand, un peu maigre, mais ses yeux étaient vides, comme s'il était absent. Bon c'est eux qu'il nous faut pour la sécu des JO. Silas et puis Damien, venez au JO. En tout cas, c'est un acte de bravo assez fort. Sur BFM, la journaliste Anne Jouan, qui a signé l'enquête dans Paris Match sur le MeToo à l'hôpital, et avec le témoignage, entre autres, de Karine Lacombe, est revenue sur BFM et a expliqué également que les infirmiers subissaient la même chose que les infirmières. Depuis que Karine Lacombe a publiquement dit qu'il s'agissait de Patrick Pelloux dans son livre, beaucoup de femmes parlent, mais j'observe aussi et j'ai reçu des témoignages et des appels téléphoniques d'hommes à l'hôpital qui expliquent que eux aussi ont subi ce genre de choses, et je pense qu'il ne faut pas taire ce qui est un MeToo gay aussi de l'hôpital, avec un chirurgien qui raconte par exemple que quand il est au bloc opératoire en train d'opérer un patient, il entend derrière lui une penseuse et un interne, et il comprend, je cite son expression, que les deux ont parié son cul. Incroyable, quand même. Ouais. Alors, c'est pour vous, le son qui va suivre, Benoît. Évidemment, je l'ai sélectionné pour vous. Vous le suivez pour Le Parisien, entre autres. Vous qui vous occupez des médias. Ce feuilleton incroyable qui a complètement dévoyé l'émission Danse avec les stars. L'affrontement Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Alors, Valérie, c'est le bordel. On a Keyona qui se sent mal jugée par les juges, donc qui fait des déclarations comme quoi elle est jugée à part. On a Inès Reg qui en ce moment fait la tournée des médias. Et puis Anthony Colette, alors qui désormais dans une vidéo sous-entend que les jeux sont déjà faits. Natacha et moi, on gagnera pas, je vous le dis. Quand j'ai commencé la saison, quelques gens de la prod m'ont dit « Écoute Anthony, tu es avec Natacha Saint-Pierre, tout ça, tu vas pas aller loin dans l'émission. Tu feras 4 primes, si t'en fais 5, c'est ouf, tu vois. » Parce que niveau de danse, elle a jamais dansé, c'est pas du tout une danseuse, et on a vu son screen, et ils m'ont dit ça va pas du tout, quoi. Ils arrivaient pas à la faire danser, c'était compliqué. Et là, les gars, on est en demi-finale, putain de merde. On gagnera pas, plein de raisons. Comme ça, c'est la télé. C'est la télé, c'est bidonné d'après vous ?
Non, mais après, il dit qu'effectivement, quand ils l'ont vu danser la prod, il accuse pas la prod d'avoir dit elle fera 4 ou 5 primes. Il dit, elle n'a pas le niveau pour aller en demi-finale. Que même la finale, ils vont pas gagner. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire? Non, mais après, honnêtement, Natacha Saint-Pierre danse moins bien que Kéona ou que Inès Reg. Donc, franchement, c'est pas la meilleure des candidates de la saison, donc elle gagne pas, c'est pas très choquant. Non. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va avoir le face-à-face entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre qui se sont quand même écharpés. Et le mot est faible. Ces dernières semaines, on va voir comment TF1 met en scène tout ça. Vous avez été surpris de l'ampleur de cette polémique, de cette polémique de cette affaire? Oui, c'est devenu une affaire d'État. Tout le monde en a parlé à la machine à café pendant 3 semaines. Donc oui, c'est devenu... Sur le site du Parisien, les articles ont explosé. C'était quasiment les plus lus du site pendant plusieurs jours consécutifs. Donc oui, ça a pris une ampleur totalement délirante. Après, pour quelque chose qui a quand même été très mal géré par la production, parce que quand on lance une émission comme ça qui va durer plusieurs mois et qu'il y a 2 candidates qui s'écharpent. On les convoque dans le bureau, on leur dit maintenant c'est fini, vous faites un câlin et je veux plus en entendre parler. Surtout qu'on sortait d'un good feeling de la Starac où c'était tous entendu, tout était très bien et donc ils voulaient continuer un peu sur ce flot du feeling. On sait qu'il y a eu une vidéo qui a été tournée. Est-ce que dans ce genre de vidéo, là je parle un peu coulisses, le Parisien est prêt à mettre de l'argent pour l'acheter? Pas du tout, on n'achète jamais ce genre de choses. Mais de toute façon, je crois que la vidéo n'était pas disponible. Y a pas... on a évidemment essayé de chercher à la voir, mais les personnes qui l'ont sont payées pour ne pas la diffuser. Ah, de l'autre côté. Oui, côté TF1, enfin côté de la production, les monteurs, les personnes qui ont pu la voir, évidemment, si ça fuite, ils sont 3 ou 4 ou 5 à pouvoir être identifiés. Donc du coup, ça serait trop dangereux pour eux que ça fuite. Bon, je continue mon zapping Benoît d'Aragon, évidemment. Donc, évidemment, ça concerne la télé. Alors, j'ai une bonne nouvelle, Valérie, pour Delphine Ernotte. L'enquête de l'ancien danseur, également imitateur de Johnny Hallyday et évidemment journaliste, Jacques Cardoz. Vous savez qu'il devait présenter une enquête sur France 2 qui devait s'appeler Enquête de complément. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, mais ça sera quand même diffusé, Fouad Hanouna. Il y a beaucoup de gens qui réagissent à Jacques Cardoz qui a dit que s'il a dit que son documentaire sera diffusé un jour, bien sûr qu'il sera diffusé un jour. Vous m'avez déjà vu mettre de l'argent sur un truc qui ne va pas être diffusé. Donc je vous dis, ça sera diffusé, mais quand je le déciderai, pour l'instant en prime time, les chiffres baissent. Quand vous serez directeur des programmes de la chaîne, vous choisirez quand il sera diffusé. Faites-moi confiance et je vous dis qu'il sera diffusé quand on aura tout le monde devant la télé. Je répondais à Giverdez qui... Non, mais juste pour vous le dire, voilà, pour l'instant à 21h. Moi, je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé de faire. Là, c'est l'heure d'été. En prime time, vous le voyez bien, même The Voice est en dessous de 3 millions, donc vous n'allez pas faire des miracles. Pour l'instant, vous allez attendre septembre gentiment, et je pense que ça va être beaucoup plus avantageux pour les services. Ne vous inquiétez pas. Oh, il était chafouin, parce que quand le Jacques Cardoz lui a dit, moi, mon enquête n'a pas été diffusée, oh là là, il était chafouin, le Hanouna. Ça va être diffusé. Des infos sur on avait annoncé, je crois, en janvier que le documentaire ne serait jamais diffusé. Voilà, c'était censé être mai, maintenant c'est septembre, donc on verra. On en reparlera en septembre, mais effectivement, ce qu'on a écrit en début d'année, c'est que la direction de Canal a mis un veto à la diffusion de ce documentaire parce que c'est pas le moment de se fâcher avec l'Arcom alors que les fréquences TNT sont en cours de négociation. C'est potentiellement diffamatoire et il n'est pas non plus question de se fâcher avec l'Arcom, c'est-à-dire de prendre des sanctions pour diffuser des documentaires qui sont diffamatoires. Donc a priori ça a posé beaucoup de problèmes et les gens qui l'ont vu à Canal+ n'étaient pas impatients que ce soit diffusé. Et il y avait des choses dedans. Je crois que les 3 extraits les plus saillants de ce documentaire, on les a vus, ils ont été diffusés un jour dans TPMP. Bon, je vous laisse juge de ça. Vous êtes sûr qu'il y a eu un vrai veto de la part de la direction de Canal? Oui, j'ai dit. Il a ses sources. Je vérifie. On l'a écrit. Oui. Je voudrais faire un petit avertissement, Valérie, à nos auditeurs. Alors, si vous êtes équipé d'un sonotone, vous ne touchez absolument pas à votre appareil, parce que le son qu'on va diffuser est bien un son sur Sud Radio. Le son passe bien. Voici un extrait de Renaud en concert qui a beaucoup baisé. Terrible. C'est un peu comme nous hier avec Kinvey, on ne sait pas quelle chanson il chante. Non, mais c'est triste cette image. Moi, je l'ai vue. Vous êtes sarcastique. Je suis sarcastique, mais dans ce cas, vous faites pas un concert, vous faites pas payer les gens.
Ouais, non, vous n'êtes pas d'accord. Si, mais ouais. C'est ce qui est triste, c'est ça qui est triste, c'est de vouloir absolument continuer à être sur scène, non ? Oui. Non, vous n'êtes pas d'accord. J'ai trouvé cette image très triste. Elle était dans tous les médias. Oui, je sais, je l'ai vu. Vous l'avez vu, vous en avez pensé quoi ? Oui, comme vous, Valérie, je trouve que la fin de carrière de Renaud est un peu triste. Mais effectivement, vous avez raison. On ne monte pas sur ce qu'il y a de c'est un immense chanteur qui a fait des chansons immenses que les Français adorent. Et effectivement, le voir dans cet état-là, c'est triste. Un peu triste. Allez, c'est fini ? Non, je suis. Non, c'est fini. Mon curseur a un petit peu avancé pour les places. D'accord, un auditeur demande si vous avez un Minitel pour dire c'est saturé. Allez, on se retrouve dans un instant. C'est ce qu'il a écrit. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Benoît Darangon, journaliste média au Parisien, avec des scoops régulièrement. Là, on apprend sur votre compte Twitter qu'il va y avoir un documentaire tourné sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Sur les préparatifs, il y a un journaliste... Manuel Herrero qui filme depuis plus d'un an. Depuis décembre 2022, il suit Thomas Joly, Thierry Reboul, Tony Estanguet dans les préparatifs de cette cérémonie d'ouverture. Et il y aura un doc qui sera diffusé juste avant la cérémonie d'ouverture, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de secrets dedans, mais on verra un peu les préparatifs. Et puis surtout un doc qui sera diffusé après, où là on aura vraiment tout l'ensemble des préparatifs. Vous êtes là pour nous parler des audiences, du calcul des audiences à la télévision. C'est un article passionnant que vous avez, qui a été publié dans le Parisien samedi dernier. Nouveau calcul des audiences. Pourquoi vous n'avez pas fini avec le buzz à la télé ? Déjà, peut-être faire un petit point sur comment se calculent les audiences pour que nos auditeurs comprennent bien. C'est Médiamétrie. Alors, c'est Médiamétrie. Et jusqu'au 31 décembre dernier, vous avez ces fameux boîtiers Médiamétrie qui sont installés chez 5000 foyers. Et donc, ce boîtier enregistre tout ce que les gens regardent sur leur téléviseur. Avec un S, parce que parfois il y a la télé dans la chambre, il y en a plusieurs dans la maison. Donc ça, c'était les calculs jusqu'au 31 décembre, et depuis le 1er janvier, ils ont rajouté les ordinateurs du foyer. C'est-à-dire que quand vous, si sur votre ordinateur, pendant que votre conjoint ou votre conjointe est sur le canapé en train de regarder Danser avec les stars, on en parlait il y a 2 secondes, vous êtes en train de regarder le match de foot, un match de foot, ou ce que vous voulez. Maintenant, Médiamétrie enregistre à la fois les deux flux. Et ce qui a changé, et ce qui était passé un peu sous les écrans radars, c'est que si sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, dans votre chambre, vous êtes en train de regarder des extraits de Touche pas à mon poste, de Quotidien, de La Grande Librairie, de ce que vous voulez, ça, Médiamétrie les prend désormais en compte. Ce qui veut dire que les tout petits extraits qui buzzent, parfois ceux qui sont beaucoup repris sur Facebook ou sur Twitter ou sur Insta, ceux-là vont rentrer dans le calcul des audiences. Alors, c'est des tout petits pics. Mais chez ces 5000 personnes... Alors, il se trouve que par ailleurs, il y a 500 nouveaux foyers qui sont entrés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la télévision. Donc eux, quand même, leur consommation de ce genre d'extrait est quand même importante. Et donc désormais, Médiamétrie s'appuie sur effectivement un échantillon représentatif de 12 000 Français qui font un peu la pluie et le beau temps dans le PAF. Ils sont totalement secrets. On a demandé plusieurs fois à suivre un foyer, mais on n'a pas le droit de les approcher. Mais voilà, donc ce qui est hyper important, c'est que ces petits extraits, ces buzz, vont rentrer dans le calcul des audiences. Et donc du coup, quelque part, Médiamétrie encourage tout le monde à buzzer. Un buzz et pas toujours négatif. Vous avez effectivement des nouilles dans le slip, mais aussi vous avez tout simplement parfois des interviews très fortes qui vous scotchent. Absolument. Parce qu'on est d'accord, Médiamétrie diffuse un signal qui est inaudible et que les téléspectateurs peuvent pas voir, qui est repéré par la box, ce qui fait que lorsque vous regardez sur Instagram ou autre, ce signal est toujours diffusé. C'est comme ça qu'ils les repèrent, c'est ça? Ça s'appelle, ils appellent ça des séquences watermarkées. Désolé pour l'anglicisme, mais donc on comprend bien, c'est-à-dire marqué. Il y a un petit signal, vous vous en rendez pas compte, mais c'est comme ça que Médiamétrie sait si vous êtes en train de regarder la 1, la 2, la 3 ou la 4. Est-ce que c'est pas un peu obsolète aujourd'hui, le système Médiamétrie, compte tenu des usages qui ont beaucoup changé C'est peut-être obsolète, mais c'est le moins mauvais des systèmes. Et finalement, il fait quand même assez consensus dans le marché. Il est très important pour le marché publicitaire, bien sûr. Donc c'est un système qui est souvent critiqué. Notamment parce que c'est un échantillon représentatif, donc c'est pas forcément représentatif de l'ensemble des Français. Après, c'est très scientifique, ça a été calculé par des gens dont le métier est de faire des statistiques, et donc ils sont probablement jamais très loin de la vérité. C'est le moins mauvais des systèmes, on va dire. Et contrairement aux audiences radio dont on va beaucoup parler demain matin, qui eux, c'est des gens qu'on appelle au téléphone. Absolument. Donc vous vous rendez pas forcément compte quand on vous appelle de quelle radio vous avez entendu au supermarché, dans la station-service ou je ne sais où. Là, c'est un boîtier, donc tout ce que vous regardez, même 2 secondes, va être enregistré par ce boîtier. C'est plus fiable et plus fiable. Et il y a le cas de Quotidien, pour des raisons idéologiques. L'émission a décidé, Yann Barthès l'avait annoncé, de ne plus
tweeter, de ne plus être sur Twitter, enfin sur X plus précisément, sauf que ça les handicape, eux. Oui, alors ils ont quitté, pareil en décembre, à la fin de l'année, ils ont quitté Twitter, enfin X, parce que ils trouvaient que c'était devenu... comme Elon Musk refuse de faire de la modération, c'est devenu effectivement une caisse de résonance. Il y a beaucoup d'appels à la haine. Enfin voilà, c'est devenu un réseau social un peu parfois difficile et éprouvant. Donc ils ont décidé, ils l'ont annoncé un peu tambour battant, qu'ils quittaient la plateforme. Et effectivement, il y a quelques semaines, ils sont revenus par les chroniqueurs. Donc le compte de quotidien est toujours en sommeil, mais via leurs différents chroniqueurs, comme Jean-Michel Apathy, qui va publier tous les jours sa séquence. Et donc ça, c'est comme ça qu'a débuté un peu mes recherches. C'est que j'ai vu Jean-Michel Apathy revenir sur Julien Belvert aussi, qui régulièrement tweet. Paul Gagné et puis Étienne Carbonnier. Et donc je me suis demandé pourquoi, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ça leur fait gagner quelques téléspectateurs. Il faut comprendre que le système que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes ces audiences un peu ajoutées sur les réseaux sociaux, ça peut représenter 10% de l'audience globale. Incroyable. Et comme entre tous ces talk-shows et toutes ces émissions, et c'est comme la guerre des audiences, et gagner plus 10%, ça permet de à la fois vis-à-vis du grand public d'afficher un bilan hausse, et puis vis-à-vis de ses patrons aussi d'afficher des bonnes audiences. Et par exemple, on a vu C'est à 8 aussi, qui est pourtant un magazine, qui est pas du tout c'est pas un talk show, quoi. Et pourtant, même eux arrivent sur Twitter à publier des extraits assez longs. Mais est-ce que c'est pas de la triche? Parce que finalement, ces extraits-là, finalement, on regarde pas l'émission, on regarde un extrait d'1 minute. Donc c'est comme si j'écoutais 30 secondes d'une musique et que je sois considéré comme si j'avais acheté un CD. Or, j'ai pas acheté le CD de toute une chanson par rapport à un artiste. Là, c'est un peu la même chose. Non, mais Médiamétrie vous intègre que sur la minute en question que vous avez regardé. Donc sur une émission qui va durer 2 heures, par exemple sur Quelle époque, le talk show de Léa Salamé du samedi soir, qui est quand même très long, si vous avez regardé 35 secondes, ça va me faire un mini pic dans la courbe. Donc ça va pas non plus faire changer les audiences de façon considérable. On parle d'un tout petit pic. Il faut prendre une loupe pour regarder. Moi, j'ai dû zoomer sur les courbes Médiamétrie pour trouver les pics en question. Donc non, c'est pas de la triche. Et puis le marché publicitaire qui évidemment peut être influencé. Ils savent mieux que vous et moi maîtriser ces chiffres. Ils ont des logiciels très puissants qui leur permettent d'enlever les J+7 et tous ces trucs-là pour avoir exactement combien de gens regardaient leur spot publicitaire. Alors moi, je voulais revenir sur une chose qui est de plus en plus commun, qui a été lancée par Cyril Hanouna, ce qu'on appelle le découpage. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque vous regardez Touche pas à mon poste, vous voyez fin de la première partie, le nom du réalisateur en bas et l'émission continue. Mais en fait, pour Médiamétrie, c'est une nouvelle émission, c'est ça? Oui, alors on le voit, le premier à avoir fait ça, c'est vrai que c'est Cyril Hanouna, du coup quotidien un peu embrayé, ce qui fait qu'en fait l'audience sur laquelle ils communiquent tous les matins, c'est celle de 21h à 21h15, donc c'est juste leur pic. Ils ont créé une émission juste autour de leur pic d'audience pour annoncer... L'audience qu'on donne, c'est que 15 minutes d'émission? Ouais. Quand il dit, quand on a fait 2 millions, bien sûr, on a fait 2 millions sur les 15 minutes. C'est 2 millions entre 9h, entre 21h et 21h10. Est-ce que là, on triche pas avec la réalité? Hier soir, mais ils touchent pas à mon poste, ils ont annoncé, ou ils vont annoncer, vous regarderez, plus d'1,7 million téléspectateurs. Et en fait, si on ne découpe pas TPMP, il y a 3 parties, ils ont fait 1,15 million. Ce qui est déjà très bien, mais donc en fait ils vont découper artificiellement pour gonfler l'audience et pour donner le meilleur un talk show assez long, on peut comprendre qu'on découpe en 3 parties, même si parfois c'est un peu au milieu de rien. Mais par exemple, la dernière cérémonie des Césars, ils ont artificiellement coupé au milieu. Donc, il y a eu un blanc, un fondu, avec effectivement, comme vous disiez, ce qu'on appelle les crédits, le nom du réalisateur. Et on est passé à autre chose. Et pareil, ça leur a permis de communiquer sur la première partie, là où il y avait le plus de monde. Ce que fait Danse avec les stars aussi, d'ailleurs. Alors, Danse avec les stars, c'est coupé en 2. Pour les votes, au moment des votes, il y a plus de monde. Logiquement, la révélation du gagnant. Donc, en fait, lorsqu'on donne les audiences, on ne donne pas vraiment les audiences. Il faut comprendre. C'est pour ça que c'était intéressant que vous soyez là ce matin. Ça devient de plus en plus difficile de les traiter, mais un peu comme les audiences radio. En fait, maintenant, il faut être expert pour en parler. Il y a beaucoup de faux chiffres qui circulent et on passe notre temps à fact-checker. Et en fait, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et c'est un peu l'erreur de Médiamétrie, c'est qu'aujourd'hui, Médiamétrie, les règles sont fixées par les chaînes de télé. Oui, c'est ça. C'est elle qui fixe elle-même les règles. Et en fait, à rendre le truc trop complexe, ils se tirent une balle dans le pied, à mon sens, parce qu'on n'y comprend plus rien. Les Français, ils comprennent plus rien. Et pour essayer toujours d'avoir l'impression que ça marche, et en trouvant un quart d'heure une cible, alors on va vous expliquer que sur les ménagères de moins de 50 ans sans enfants, on est leader. En fait, on n'y comprend plus rien. Les Français sont un peu perdus. Et je pense que à la fin, ça nuit aux médias. Vous dites que les chaînes demandent à Médiamétrie de prendre en compte ces vidéos. Eux, ils sont très favorables à ça? Pas tous. Pas tous. Des coups de téléphone que j'ai passés la semaine dernière, pas tous.
parce que justement, ils trouvent que c'est un peu de la triche. Puis ça favorise beaucoup les talk-shows, forcément, puisque c'est en direct, et qu'il y a des gros invités, qu'il se passe des choses. Si vous avez une chaîne où il y a beaucoup de fiction, beaucoup de documentaires, ou beaucoup de films de cinéma, évidemment vous êtes très défavorisé. On imagine qu'une chaîne comme Arte est très défavorisée par ce système-là. Quelle va être l'évolution? Est-ce qu'on n'a pas trouvé, je repose un peu la même question que tout à l'heure, mais un meilleur système aujourd'hui pour prendre en compte l'audience réelle? C'est-à-dire les box, via les box ADSL, ils arrivent à avoir les audiences de consommation directe. Donc là, c'est sur vraiment le nombre d'abonnés à SFR, par exemple, parce que c'est un outil qui a souvent été utilisé. Donc on arrive à savoir exactement les chaînes que regardent les abonnés SFR via leur box. Mais en fait, in fine, on arrive à peu près au même ordre de grandeur que ce que Médiamétrie calcule. Un auditeur nous dit, mais c'est étrange, est-ce que ça modifie vraiment le nombre de téléspectateurs? Je ne crois pas. Si, parce qu'on vous annonce hier soir TPMP ou Quotidien a fait 2 millions. En réalité, 2 millions, c'est sur 21h, 21h15. L'ensemble, si vous faites la moyenne de 19h à 21h15, vous allez arriver à 1,1 million. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Donc oui, ça modifie l'annonce qui est faite. C'est l'annonce qui est faite. Et il faut dire que ces chiffres sont importants pour les chaînes, pour la publicité aussi. Oui, après ce que je vous disais, la publicité, ils sont pas dupes de la communication, ils savent exactement la réalité, ils savent combien de téléspectateurs vont regarder leur spot pendant une coupure pub. C'est plutôt le grand public que ça... Attention, je vais mettre votre carrière en jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Soyez bien précis. Quel est le premier talk-show de France? Alors hier soir, parce que j'ai les chiffres... Non, mais en général, est-ce que c'est Cyril Hanouna comme il le dit? Est-ce que c'est Quotidien? Est-ce que c'est à vous? Alors, si on regarde sans découpage... La battle, elle est... Franchement, honnêtement, Quotidien et TPMP, selon les jours, selon les invités, selon l'actualité, ils se battent pour ce titre-là. Et si on prend la deuxième partie, la dernière partie, souvent Quotidien devant. Mais franchement, ils sont kiff-kiff. Ils sont au coude à coude. Les variations sont pas énormes, ils ont des niveaux d'audience similaires. On annonce souvent la mort de Cyril Hanouna à chaque fois qu'il est condamné par l'Arcom. Et la vérité, c'est qu'il a un public très fidèle. Quand il y a foot, c'est vrai qu'il y a moins de gens, là, comme hier soir, il y a beaucoup moins de gens qui vont regarder la dernière partie, parce que les gens vont aller voir le match. Et hier, il y a un match formidable. Donc c'est pour ça qu'il a fait que 1,7 million hier sur la dernière partie. Mais honnêtement, les deux émissions ont un public qui est quand même très fort et qui revient tous les jours. Et puis lui qui a fait évoluer, on est parti des médias pour arriver aux faits divers quand même. Il y a ça aussi. Autre question d'auditeur, vous dites que les programmes maintenant commencent à 21h15 pour une question d'audience. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils vont jusqu'à 21h15 parce qu'ils savent que c'est un carrefour important et qui leur amène plus de téléspectateurs? Oui, c'est vrai que les programmes du soir commencent de plus en plus tard, mais tout simplement parce qu'en fait, prenons l'exemple de C8 puisqu'on en parlait, C8 ils sont assurés de faire 2 millions d'audience au moment où les pubs se vendent le plus cher. Et après, en prime, ça dépend des jours. Donc en fait, ils prennent un risque à commencer le prime à 20h50, alors qu'en fait, en faisant durer TPMP jusqu'à 21h15, leur prime time, ils savent qu'ils ont plus d'audience. TPMP est devenu le prime de C8. Exactement. En fait, le prime qui suit, c'est une seconde partie de soirée, le film. Et puis comme vous avez aussi les plateformes M6+, TF1+, le replay, comme on disait avant, qui maintenant, l'usage est quand même très large, tout le monde sait l'utiliser. En vrai, si à 20h30, vous avez envie de vous lancer devant un film ou un documentaire ou une série, vous n'avez pas besoin des chaînes linéaires. Le replay est pris en compte ou pas dans les audiences? Bien sûr, bien sûr. Oui, mais pas dans les audiences du lendemain. C'est recalculé au bout de 7 jours. C'est ça. C'est un petit peu le lendemain, si vous regardez en décalé d'une demi-heure, et c'est surtout dans les audiences qu'ils appellent J+7, ce qu'on appelle audience consolidée dans le jargon, où là, vous allez savoir combien de personnes regardent en replay. Merci beaucoup, Benoît d'Arangon, d'avoir été avec nous, journaliste média au Parisien, l'homme le plus informé, le mieux informé de France. Si, c'est vrai. Si, vous faites quand même partie vous sortez beaucoup de scoops et vous êtes pour le coup un journaliste média, c'est incontournable. Absolument. Et dans un instant, on va recevoir Hervé Matou pour cette formidable initiative, un casting grandeur nature pour retrouver une voix pour commenter le foot. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Ah ouais, c'est super. Vous l'avez vu le programme? Vous avez pensé quoi? C'est super et c'est une très bonne idée de faire un nouvelle star du micro pour devenir commentateur sportif, pour faire émerger une nouvelle génération. C'est une très bonne initiative. Allez, à tout de suite. Merci à vous, Benoît d'Arangon. Sud Radio,
Le supplément média. Le supplément média, c'est avec Hervé Matou. Bonjour Hervé Matou, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez fait la fête hier ? La nuit a été dure. C'était champagne ? Elle a été courte, mais plutôt joyeuse. Après les bonnes nouvelles d'hier soir. Et oui, la remontée, parce que j'ai appris qu'on ne disait plus remontada, puisque c'est les Espagnols qui avaient inventé ce terme. Donc la remontée hier du PSG, le match d'hier soir, c'était un match incroyable. Peut-être quelques mots avant de parler de l'actualité de Canal+ et de Haut Micro. Vous l'avez vécu comment ce match ? Écoutez, on l'a vécu, je pense, comme tous les gens qui étaient devant leurs écrans, qui devaient être nombreux, c'est-à-dire avec beaucoup d'enthousiasme, de soulagement aussi, parce que on y croyait, on avait envie d'y croire, mais on n'en était pas sûr quand même. On a été un peu échaudés ces dernières années par des moments déceptifs avec le Paris Saint-Germain. Et on est bien sûr ravis d'accompagner le PSG le plus loin possible, comme on est toujours ravis d'accompagner les équipes françaises, quelles qu'elles soient, jusqu'au bout si possible, parce que ça nous fait des soirées qui, même par exemple ce soir, on a Real City qui va être un match formidable. Le match aller a été exceptionnel. Mais bien sûr que quand il y a un club français, il y a quelque chose en plus. Et puis, je pense qu'on n'a pas encore les audiences parce qu'on les aura à 11h, mais au match qui était à Paris, cette fois-ci du PSG, ça avait été un très très gros carton d'audience de Canal+. Hein. Ah, exactement, et je pense que la demi-finale, les demi-finales, puisque les deux seront bien sûr sur Canal, match aller, match retour, devraient nous emmener assez haut, je pense. Bon, on verra ça. On va parler de cette nouvelle émission Haut Micro, 23h, Canal+. Alors, c'est une idée assez originale. Je me dis, mais il est fou, Hervé Matou, il veut se tirer une balle dans le pied ou quoi ? C'est pour trouver votre remplaçant, c'est pour trouver une nouvelle voix pour commenter les matchs de foot. Et ça, je dois avouer que l'idée est assez originale. Qui a eu cette idée ? On va rendre à César ce qui appartient à César. Cette idée, elle vient de Thomas Sénécal, qui est le patron des sports de Canal, qui a eu cette idée, qu'il l'avait en tête depuis pas mal de temps. Il m'en avait parlé assez tôt, dès qu'il a été nommé. Il m'a dit j'ai ce projet, et il l'a fait avancer très vite avec la direction de Canal pour la mettre à l'antenne. Donc depuis une semaine maintenant. Alors, petite précision, c'est plutôt 23h15 ce soir. C'est dans la foulée, en fait, de City, du match City-Real. Ouais. Et puis, on cherche pas vraiment. Alors, on cherche pas mon remplaçant. Puisque moi, je fais de la présentation, mais on cherche pas non plus le remplaçant de Paul Choucriel, qui est notre commentateur numéro 1 sur la Ligue des Champions, mais on cherche effectivement quelqu'un qui va se rajouter à notre service, puisque c'est une sorte de casting ouvert à la société civile, avec tous les gens qui rêvaient de faire ça dans leur vie et qui, pour diverses raisons, ne l'ont pas fait. Et à la clé, il y a quand même cette fabuleuse récompense, un contrat d'1 an et plus si affinité au service des sports de Canal, et la possibilité, dès la saison prochaine, de commenter des matchs de Ligue des Champions, puisqu'on aura encore plus de matchs la saison prochaine avec la nouvelle. Vous m'assurez qu'il fera vraiment le commentaire d'un match et pas simplement vous apporter le café au moment des directs. Non, bien sûr que non. On cherche. Encore une fois, on va avoir besoin de plus de commentateurs parce qu'on a beaucoup plus de matchs la saison prochaine. On a les 3 Coupes d'Europe en intégralité. Bien sûr qu'on continue à recruter par le biais normal. On essaie d'avoir les meilleurs étudiants motivés pour faire du sport dans les meilleures écoles de journalisme. On continue à regarder ce qui se passe, à faire du recrutement normal, mais on avait eu cette envie de se dire que dans ce métier très spécifique du commentaire de foot, il peut y avoir des talents cachés, des talents de gens qui ont fait autre chose de leur vie pour X et X raisons, et qui vont intégrer la rédaction. Vous allez voir que les épreuves sont de plus en plus difficiles. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui soit Canal compatible avec les rédactions et qui soit capable, quitte à être un peu post-formé derrière, mais à intégrer la rédaction et à commenter des matchs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire la grosse affiche de 21h du Paris Saint-Germain la saison prochaine, mais qu'ils vont faire de vrais matchs de Ligue des Champions, bien sûr. Combien il y a eu de participants ? Il y a eu une candidature spontanée. On a fait un appel à candidature qu'on a voulu relativement discret, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, via nos antennes, pas plus. 10 000 candidats en l'espace de 3 semaines, 1 mois. Le service des sports a fait un tri pour réduire ces 10 000 candidats à 30 profils.
30 profils, 30 candidatures retenues, on va dire, qui ont la chance de défendre leur chance devant le jury, constitué de moi-même, de David Ginola et de Laure Boulot. Et on a même quelqu'un ici qui l'a fait, et qui est rentré en stage à Sud Radio et qui fait partie des 20 derniers, des 30 derniers. 30 ouais. derniers. Pour lui, ça a été une aventure incroyable. Mais Valérie et Hervé, je vous propose d'écouter la bande-annonce, parce que commenter un match de foot, c'est aussi être dans l'entrain, d'avoir une passion, d'être pris par le jeu, et ça s'entend très bien dans cette bande-annonce. Vous étiez 10 000. Vous n'êtes plus qu'une poignée. Je rêve de foot depuis que je suis gamin. Canal+ a toujours cherché à détecter les talents. C'est là la reprise. J'ai entendu tous ces commentateurs, j'ai encore leur voix qui résonne dans ma tête. Voilà pourquoi on aime le football. Vous allez commenter face au jury un match différent pour chacun d'entre vous. C'est jamais fait, jamais vu. On se met au micro ? Allez, on y va. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de transmettre de l'émotion, de devenir commentateur. Faut être visionnaire, les gars. Essayez de cibler le commentateur de demain. Il y a une âme dans ce stade. La surface pour Iniesta. Oh, quel but d'enfer. Vous connaissez Superman. Et maintenant que les connaître, il a tout donné, là. T'as aimé ? Non, mais c'est fou ce qui se passe. C'est fou. Qui rejoindra l'équipe des commentateurs de Canal+? Au micro, une nouvelle voix pour le foot. À 23h20, seulement sur Canal+. Quelle idée incroyable. Mais j'imagine qu'entre un Thierry Roland et un Thierry Gilardi, c'est pas la même façon de commenter. Alors, sur quoi vous basez vos choix, et qu'est-ce qui fait Et parlez-nous du jury aussi. Bah oui, avec leur boulot. Qu'est-ce qui fait un bon commentateur, et David Ginola? Il y a plein de choses qui font un bon commentateur. Il y a des choses basiques qui sont indispensables, nécessaires, mais pas suffisantes, qui sont bien sûr la passion. Une chose, la connaissance aiguë du sport qu'on commente, en l'occurrence le football, la voix, avoir une bonne voix. Mais après, il y a plein de choses souterraines que les gens mesurent mal. Vous savez, nos métiers, de manière générale, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est de faire croire qu'on travaille pas, finalement. C'est d'être assez facile, comme ça, pour les gens ne voient pas le travail. Et les gens ne voient pas le travail d'un commentateur. Cette émission, c'est aussi l'occasion pour nous de montrer quelles sont les exigences, qu'est-ce que c'est que préparer un match, quel est le degré de connaissance qu'on doit avoir sur un match, mais sur tout l'environnement du match, parce qu'un commentateur, il utilise lors d'une rencontre 15 à 20% de ce qu'il a préparé, parce que il prépare toutes les possibilités sur tous les joueurs, les possibilités aussi d'incidents, matchs arrêtés, etc. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de montrer au grand public, au-delà du côté un peu ludique, qui va gagner, quelle est la qualité de l'un, de l'autre, de l'une ou l'autre, parce qu'il y a aussi des filles, bien sûr, c'est de montrer aussi qu'est-ce que c'est que commenter un match en profondeur, qu'est-ce qu'une chaîne comme Canal recherche lorsqu'elle cherche un commentateur. Et puis, moi, ce qui m'a touché, parce qu'on a eu la chance de voir les programmes, moi, ce qui m'a touché, c'est aussi des personnages et des gens qui avaient l'impression que la télé, c'était pas pour eux, qu'ils auraient jamais accès à ça. Il y a 2-3 personnes qui viennent de banlieue qui racontent vraiment cette émotion de se dire « Ah, mais je pourrais travailler à Canal ». Et moi, j'ai trouvé ça super fort. Je sais pas si vous, ça vous a touché, mais moi, fait, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, de montrer, et que Canal+ donne aussi un accès à des gens qui se disent « C'est pas pour moi ». Il y a une grande diversité des candidatures retenues. On est sur un spectre de 18 ans à 64 ans déjà pour les candidats que vous allez voir, et dont on va découvrir les 10. La deuxième fournée ce soir a tourné à Marseille après les 10 premiers au Parc des Princes. En fait, effectivement, il y a tous les profils. J'ai envie de te dire que c'est le train de la chance qu'on n'attendait plus, et qui repasse et qui vous dit vous en rêviez, vous aviez abandonné cette idée. Il y a peut-être une possibilité de monter dans le train. Alors, nous, on l'a ressenti très fortement, de très belles rencontres, et quelque chose d'assez éprouvant émotionnellement, parce que vous réactivez un rêve enfoui et éteint. Ça, c'est très excitant. Vous êtes tellement content de dire aux gens, vous allez peut-être le faire, mais bien sûr, vous refermez ce rêve. Ensuite, quand vous sélectionnez, quand sur les 10 premiers, là, on n'en prend que 4, mais sur les 3 premières émissions, on en prend 4 sur les 10, vous dites, on t'a fait rêver, on a réveillé un rêve qui n'existait plus ou qui était très lointain, et finalement on vient aussi le refermer. Donc c'est une grande responsabilité émotionnelle pour nous, le jury, et
Je crois qu'on le savait, mais on mesurait peut-être pas ce qu'on allait ressentir en termes d'investissement émotionnel, le fait d'être jury d'un concours comme celui-ci. Et les filles, vous en avez pensé quoi? Alors, est-ce qu'il y a un auditeur qui dit, est-ce qu'elles sont plus présentes? On a entendu une fille dans la bande-annonce. Les filles, alors il faut savoir que sur les 10 000 candidatures spontanées dont je vous parlais, il y a eu 3% de filles seulement, 3%. Je pense que c'est très lié à l'exercice spécifique du commentaire. Ouais. Les filles ne se sentent pas encore légitimes. On a opéré dans le monde du journalisme de sport un gros rattrapage sur la féminisation des rédactions, que ce soit les caméras women, les présentatrices bien sûr, mais aussi les journalistes de terrain. Il y a de plus en plus de filles. Aujourd'hui, il y a des vocations qui se font. Force est de constater que la mutation n'est pas encore faite dans cet exercice du commentaire. Il y a un peu vous savez, ces idées reçues de dire une fille ne peut pas commenter parce qu'elle a la voix au perché, etc. Et d'ailleurs, on a vu, nous, certaines candidates qui avaient une forme de blocage, qui avaient du mal à se lâcher parce qu'elles se disaient, si je monte dans les aigus, je lâche les chevaux, je vais devenir la reine de la nuit chez Mozart. Donc voilà, il y a une révolution à se faire. Il y a aussi des modèles et des vocations à faire naître par identification. Nous, on a déjà une commentatrice, Anne-Laure Salvatico, sur nos antennes. On a beaucoup de consultantes femmes. Il faut laisser le chemin se faire, mais on peut pas clairement sur les commentaires dire du jour au lendemain, on va mettre 50% de filles, 50% de garçons. Vous en rendez compte, 3% seulement de candidates. Alors nous, on a bien sûr sur chacun des panels retenus, on a des filles. Il y a 6 filles sur les 30 qui représentent la jante féminine. Je vais pas vous spoiler, vous dire ce qui leur arrive aux unes aux autres. Mais est-ce que les joueurs de foot acceptent d'être interviewés par des femmes? Est-ce que ça reste un milieu macho ou finalement sur les terrains ils acceptent qu'une femme les interviewe? Je pense que ça, l'interview faite par une femme, c'est quelque chose qui pose plus du tout de problème. Et je dirais même que nous, à Canal, on a été un peu prescripteurs, non pas sur les interviews, mais sur les consultantes qui parlent, analysent le foot, y compris masculin. Aujourd'hui, c'est plus un événement du tout d'avoir un match avec une commentatrice chez nous et aussi derrière 4 spécialistes, dont 2 filles, qui parlent du match. Les interviews, honnêtement, ça pose plus de soucis depuis quelques temps. Nous, c'est Charlotte Gabas, par exemple, qui fait les interviews sur Paris Saint-Germain hier. Et j'ai envie de dire même que Luis Enrique, qui est l'entraîneur de Paris Saint-Germain, qui est un garçon un peu tendu parfois, tendance à être un peu plus détendu quand c'est Charlotte, qui parle très bien espagnol par ailleurs. Ça aide. Votre pronostic pour ce soir? m'a pris de vitesse. Et bon, je pense que Manchester City est favori. Je pronostique surtout un match spectaculaire. Ça a été un des plus grands matchs de l'année, le match aller il y a une semaine, 3-3, un spectacle formidable. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas aussi formidable. Et puis au micro, c'est encore une innovation de Canal+, donc on peut avoir une pensée pour celui qui a fait beaucoup d'innovations, Charles Bietri, puisqu'on parle du sport et de Canal+, c'est bien d'avoir une petite pensée pour lui quand même. Et tout à fait. Merci à vous Hervé Matou. Bon match ce soir. Et au micro ce soir. Regardez, l'épisode est formidable. Vers 23h20 pour découvrir. Donc ça a été un grand casting. Je vous inscris pour la saison 2. Et pardonnez-moi, l'épisode 1 est disponible sur ma canal. Si vous voulez un petit peu rattraper le retard. Vous avez raison. Plus de 10 000 participants. Il en reste 30. Et regardez, c'est très drôle parce qu'il y a vraiment des choses très drôles. Merci à vous. Dans un instant, nous, on commente l'actualité. À tout de suite.